Bonjour à vous qui nous écoutez ici à Tunis et à vous qui nous regardez sur Internet. Merci d'être présents pour cette rencontre place sur l'Europe et la place des langues. Alors la question linguistique, elle est présente sur chaque continent. Elle est particulièrement présente en Europe où l'histoire du continent s'est faite autour de l'idée de nations unies autour de leur langue, quoique on va peut-être en discuter avec nos invités, ils vont pouvoir nous dire que ce n'est pas toujours le cas, mais à l'heure où l'Europe s'interroge sur son unité politique, son unité culturelle, la question linguistique se pose également. Ce sont toutes ces questions que nous allons évoquer avec nos invités. Ils sont trois pour cette rencontre. Bessora, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Bruxelles, d'une mère suisse et d'un père gabonais, si j'ai bien C'est compris. juste. Vous êtes aujourd'hui présidente du Conseil permanent des écrivains et vous avez publié une douzaine de romans au Serpent à plumes et chez Gallimard essentiellement, parmi lesquels 53 cm, Cueillez-moi, jolis messieurs, Alpha ou encore Les Orphelins, parus cette année aux éditions Jean-Claude Lattès. À vos côtés, Grégoire Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge également, vous êtes également né à Bruxelles, mais vous avez aussi beaucoup voyagé et vous avez écrit sur les lieux que vous avez visités, Paris, Madrid, Barcelone notamment, auteur d'une dizaine de livres parus essentiellement chez Gallimard, dont Madrid ne dort pas, Excusez les fautes du copiste, Tous ou Barcelona. Et vous avez publié cette année le recueil de nouvelles Soucoupe volante chez Gallimard. Et puis à nos côtés, alors il n'est pas présent ici, mais il est avec nous en lien sur Internet. Laurent Godet, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes romancier, nouvelliste, dramaturge, poète. Vous avez de nombreuses casquettes. Prix Goncourt des lycéens pour La mort du roi de Songor, prix Goncourt pour Le soleil d'Escorta. Et vous avez aussi remporté le prix du livre européen pour un livre qui nous touche particulièrement sur le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, Nous l'Europe, banquet des peuples. Alors, la première question que j'aurais à tous les trois, j'ai une question collective, ce serait de savoir si vous vous sentez européen. Et si oui, quel est le sens que vous donnez à ce mot, de quoi vous l'investissez, Bessora? J'attendais cette question. Alors, moi, j'ai une mère qui est européenne, dans le sens où elle est de nationalité suisse. Elle vient d'un pays où on parle 4 langues, elle en pratiquait 2. Et elle a des origines françaises, allemandes et polonaises. Et j'ai un père qui est gabonais, qui vient donc d'un pays où on parle beaucoup de langues, et qui lui-même parlait plusieurs langues. Alors moi, j'en maîtrise une seule, qui est le français, qui est la langue dans laquelle j'écris, mais je ne saurais pas vous dire si je me sens européenne ou quoi que ce soit, dans la mesure où, et c'est une chance, j'ai toujours eu dans mon parcours des gens qui m'ont rappelé que j'étais d'ailleurs. Parce qu'on me pose toujours la question, que ce soit en Afrique ou en Europe, mais d'où tu viens, ce qui sous-entend tu n'es pas d'ici. Et qui pour moi est une question qui peut être mal prise, mais qui en fait m'a permis de me construire comme écrivain et a fait de moi cette éponge vigilante. Donc oui, sans doute, je suis européenne, mais je ne saurais pas vous dire exactement ce que je me sens. Grégoire Paulet. En revanche, spontanément, oui, je me sens tout à fait européen, et pas du tout dans un sens exclusif, en revanche. Et justement, si je me sens européen, c'est parce que j'ai l'impression, ou j'ai eu l'impression étant petit ou étant enfant, que c'était non pas une définition limitante, mais au contraire une extraordinaire ouverture. Et européen dans ce sens-là, vraiment. Mais je ne vois pas du tout, et ça doit être mon tempérament personnel, mais je ne vois pas du tout l'identité européenne comme une identité figée avec une frontière particulière, mais au contraire comme, et c'est peut-être un peu grâce au mouvement d'agrandissement de l'Union européenne qui ont agi sur mon imaginaire déjà d'enfant, que l'Europe était quelque chose qui bouge, quelque chose de mouvant, quelque chose dont les frontières étaient absolument imprécises, dont les frontières se déplacent en permanence, et qui, en fin de compte, quand on recherche en plus dans l'histoire, déborde largement, par exemple, la Méditerranée, par exemple, l'Atlantique, puisque tous les flux migratoires, etc., ont étalé. Et donc, je me sens très européen, mais pas du tout au sens d'un ensemble limité, mais au sens, au contraire, d'un dépassement des frontières. C'est vraiment le sentiment que j'ai toujours eu par rapport à l'Europe. Ça vient peut-être du fait que je viens d'un pays très petit, où on atteint ses frontières très vite.
En 1 heure et demie, on est à la frontière ou dans quelque sens qu'on aille. Et donc, fatalement, sentir que ces frontières sont fermées, c'est extrêmement angoissant. Sentir qu'elles s'ouvrent. Et pour moi, Europe, ça signifie l'étymologie du mot Europe, l'étymologie capricieuse ou subjective qu'aurait pour moi ou qu'a eu pour moi enfant déjà le sens d'Europe, c'est ouverture de frontières. C'était vraiment cette étymologie-là. Alors, c'est peut-être une version très, très ensoleillée de la chose, mais je la porte en moi sincèrement. On voit qu'on a déjà quelques éléments sur lesquels on va pouvoir revenir pendant cette heure. Laurent Godet, de votre côté, est-ce que vous vous sentez européen? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, moi je me sens tout à fait européen pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai la chance, et je sais que c'est une chance et que là-dessus il y a une ligne de fracture, j'ai la chance de vivre l'Europe dans mon métier. Vivre l'Europe, je ne suis pas toujours aux quatre coins de l'Europe, mais j'ai une pratique européenne, j'ai une mobilité européenne. Donc ça aide beaucoup à acquérir ce sentiment de se sentir européen. Ça serait la première raison. La seconde, c'est, enfin, je ne les hiérarchise pas, elles me viennent comme ça. La seconde, mais qui en fait est certainement la plus importante, c'est que je pense quand même que je me sens européen à travers mon adhésion totale à un certain nombre de valeurs citoyennes qui sont au fondement de l'Europe, de l'Union européenne en tout cas, qui sont de fait en partage aux différents pays européens. Et c'est un point que je trouve extrêmement important, c'est que vous posez la question, Julien, c'est vrai que on voit bien la différence qu'il y a entre dire je suis européen et je suis français ou je suis belge ou je suis espagnol. Les identités nationales nous tombent dessus à la naissance et elles peuvent être questionnées tout au long de notre vie sur l'identité, mais ne nécessitent rien d'autre que d'être né dans ce pays, etc. On voit bien que l'identité européenne, probablement à cause du fait qu'elle est encore un processus et politique et identitaire en cours, nécessite d'être un peu porté comme un étendard. On peut se sentir européen, décider de se sentir européen ou pas. Et donc en ce dernier sens-là aussi, je me sens européen, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer à dire que malgré tous les reproches qu'on peut faire à l'Union européenne aujourd'hui, et j'en ai moi-même beaucoup, et il n'en reste pas moins que pour moi, c'est une aventure politique assez inouïe et qui est une vraie aventure et que j'ai envie de continuer à voir vivre. Grégoire Pollet, je vous voyais acquiescer aux propos de Laurent Godet. Ah oui, complètement, parce que c'était très fin ce qui est dit sur le fait que l'identité européenne, je n'aime pas le mot identité, mais le fait de se sentir européen, c'est le fait de se sentir dans quelque chose qui est en construction, donc quelque chose qui est vivant, quelque chose à l'intérieur duquel la liberté est incluse. On se sent européen par volonté, où on peut également ne pas se sentir européen. Et ça, c'est important, ce sentiment, cette liberté. Alors qu'effectivement, l'identité nationale ressemble plus à une identité dans la mesure où on n'a pas le choix, on la reçoit, boum. Et donc, il y a dans ce processus, ce caractère constructif de l'Europe, quelque chose qui est enthousiasmant, soit parce qu'on y adhère, soit parce que ça vous laisse également relativement libre, en tout cas, de le contrer, de le quitter, par exemple, ça s'est vu récemment. Et donc, il y a, à mon avis, là-dedans quelque chose qui est très différent d'un sentiment d'appartenance nationale, qui est directement lié à un sentiment d'exclusion des autres. C'est un nous qui définit un eux, l'identité nationale, alors que le sentiment européen est plutôt un sentiment évolutif dans lequel l'exclusion est toujours une frontière qu'on pourra reporter plus loin. Il y a quelque chose de fondamentalement poreux et constructif. Et il y a, je pense, on peut aimer l'Europe dans la mesure où on sent qu'elle ne viole pas notre liberté, qu'au contraire, elle la requiert. Et justement, comme l'a très bien précisé Laurent Godet, elle la requiert pour qu'on puisse également être contre. Hein. Ce n'est pas une sorte de fatalité. Bessora, et comme Grégoire Pollet, je le disais tout à l'heure, vous êtes tous les deux nés à Bruxelles, vous avez connu un pays qui est différent de ce que je disais dans mon introduction, c'est-à-dire ces États européens, ces États-nations construits autour d'une langue commune. Vous avez connu cette Belgique où il y a un plurilinguisme qui est peut-être presque une mini-Europe avec ce plurilinguisme. Comment est-ce que justement cette question linguistique vous affecte, vous parle, cette pluralité de langues? Alors j'ai connu l'Europe, j'ai connu la Belgique 2 mois parce que mon père était en poste là-bas quand je suis née. Alors c'est le cas en Suisse également. Voilà, mais c'est vrai que j'ai quand même baigné dans un bain de plurilinguisme, que ce soit en Europe ou en Afrique.
Et je me souviens que lors de mes études, j'avais des cours d'intégration européenne qui étaient donnés par un professeur illustre qui s'appelle Henri Riben et qui était très pro-européen et très en avance s'agissant des institutions européennes et puis de l'esprit et de l'âme européenne. Et qui nous expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi la Suisse était si rétive à adhérer en Europe, puisque en fait la Suisse c'était une expression européenne. La constitution politique suisse pouvait inspirer l'Union européenne. Donc, bref, la plupart de ces élèves, moi compris, étions assez nuls en intégration européenne. On a tous eu des notes assez pourries aux examens, mais bon, on s'est rattrapé aux séances de rattrapage. Ce sont des cours qui m'ont quand même beaucoup intéressée, mais ce que je me dis, s'agissant des questions d'identité, qu'elles soient européennes ou autres, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se proclame ou qui doit s'intellectualiser. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va de soi et que c'est souvent des questions qui sont dans le regard des autres et des questions auxquelles on ne va pas forcément savoir répondre, même si on se sent européen, même si on est européen. Je pense que c'est aussi quelque chose de très intime et de très personnel, qui est sans doute modelé par des institutions, mais que s'agissant de la question européenne, si on parle de l'Europe d'un point de vue institutionnel, on n'y est pas encore. Est-ce que vous le rappeliez, la pluralité linguistique, ça existe en Afrique comme en Europe. Est-ce que c'est vécu de la même façon? Est-ce que les langues sont investies de la même charge symbolique? Alors, je ne suis pas linguiste, ni sociologue, ni ethnologue, mais je peux vous dire que pour les écrivains qui sont à cheval sur plusieurs langues, on leur demande souvent de justifier un choix d'écriture en français, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les pays dits francophones. La francophonie étant définie comme une littérature étrangère en France, malheureusement, puisque la France s'exclut de la francophonie à travers cette définition. Et puis en Suisse, la question se pose différemment, puisqu'on a une Suisse francophone, une Suisse où on parle suisse-allemand qui domine. Là, c'est plus la question de la réception du livre et du petit marché. Mais ça semble être une question quand même, l'expression linguistique, à partir du moment où, dans votre famille ou dans votre pays, on parle plusieurs langues, ça crée des tensions dans lesquelles j'ai toujours baigné, que j'ai toujours vues, mais dont j'ai très vite pris mon parti dans la mesure où on m'a toujours dit, de toute façon, toi t'es dehors. Mais de dehors, on est bien, parce que de dehors, on voit et on fait des allers-retours entre dehors et dedans, et ça nous permet d'être des éponges vigilantes, justement. Grégoire Paulet, de votre côté, vous qui avez vu cette Belgique au pluralisme linguistique, est-ce que la diversité linguistique, c'est une menace à l'unité, au sentiment d'unité d'un pays, alors la Belgique, mais plus largement l'Europe? Alors, je pense pas du tout. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas une menace, mais ça peut par contre être un instrument. Les langues, comme beaucoup de choses, sont des instruments qui peuvent réunir ou qui peuvent diviser. La pluralité est également quelque chose qui peut réunir ou qui peut diviser, puisque, au contraire, l'uniformité peut être quelque chose de répulsif, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'en tant que telle, la pluralité linguistique n'est ni un gage d'unité, ni un gage de séparation. Bien entendu, on a eu, à partir du XIXe siècle, une idéologie, l'idéologie de l'État-nation, qui essayait de rêver qu'une nation devait, un État devait recouvrir une nation, devait être en quelque sorte avoir comment dire, devait se correspondre, voilà, et la nation était basée sur un critère culturel finalement homogénéisant, qui était notamment la langue. On sait que cette idée n'était pas du tout innocente, c'est-à-dire que c'était une idée qui était là pour lutter contre l'Empire austro-hongrois, qui était un empire plurinational et qui était le grand rival, on va dire, de la France à l'époque. Cette idée d'État-nation est arrivée à bout de l'Empire austro-hongrois, puisqu'en effet, on a favorisé un réveil national, etc. La Belgique, finalement, assez étrangement, a surfé un petit peu aussi sur ces idées-là, puisqu'en 1830, elle forme une sorte de pays indépendant. Et
Quand on regarde justement, c'est pour ça que je prends ce recul historique, si on regarde l'évolution du pays ou des différents pays en Europe en 150 ans, on s'aperçoit que tantôt la diversité linguistique est prise comme une particularité nationale, tantôt elle est prise comme un élément de ségrégation. Autrement dit, elle est utilisée politiquement. Et pardon si je suis un peu long, mais je voulais dire par là que on peut regarder ce problème, cette question des langues de deux façons, soit pour les langues en tant que telles, c'est-à-dire cette chose qui est en nous, que nous habitons, que nous produisons, qui nous permet de nous exprimer, de nous relier aux autres, etc., ou la voir selon le prisme, à travers le prisme, disons, politique. Quand on la voit selon le prisme politique, on peut lui faire dire ce qu'on veut à la langue. Et par exemple, pour reprendre une métaphore, disons la métaphore des frontières, tout à l'heure je disais les langues ça peut réunir mais ça peut aussi séparer. On dit par exemple les frontières naturelles, les montagnes, les mers ou les grands larges fleuves sont des séparations naturelles. Tout le monde peut penser que c'est évident, alors qu'en fait c'est également entièrement faux, puisque dès qu'on regarde un peu plus près, par exemple, les Pyrénées, on constate que les peuples pyrénéens ne sont pas séparés, les Pyrénées, mais vivent justement de part et d'autre, que ce soit les Basques ou les Catalans, etc. Historiquement, au Moyen-Âge, c'est de part et d'autre. Même chose d'ailleurs pour les archipels, etc. Et donc, il me semble que véritablement, on est là sur un sujet qui est extrêmement labile, parce qu'on peut faire dire, par exemple en Belgique, on a un séparatisme qui est basé sur la langue, mais qui en fait recouvre des motivations qui sont d'ordre économique et également parfois d'ordre de ressentiment culturel ou des choses comme ça. Mais la langue est donc instrumentalisée pour cela. Et en tant qu'écrivain ou poète, on peut avoir un goût de la langue, un amour de la langue qui nous rend douloureux quasiment. Cet usage sale de la langue comme une arme qui sépare, alors que soi-même, et d'ailleurs c'est très souvent le cas dans les réunions d'écrivains, très souvent, on constate que les différentes personnes de différentes langues, dans leur écriture, éprouvent au sein de leur langue à eux une sorte on va dire, de chaleur créatrice qui les rend extrêmement proches et qui crée une amitié profonde, où la différence de langue crée justement la certitude que dans notre différence, nous partageons le même cœur. Et donc, c'est pour ça, en résumé, j'ai été fort long, j'aime bien qu'on distingue fort la vision politique de la question linguistique et la version littéraire et artistique, puisqu'ici, nous sommes réunis en tant qu'écrivains, et elle est capitale, et à mon avis, elle est plus fondamentale, et elle est plus durable aussi. Ça fait écho ce que vous dites à la phrase très connue d'Umberto Eco, qui dit que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Est-ce que ça veut dire, Laurent Godet, que la recherche d'une langue européenne commune n'a pas d'intérêt? On se souvient que, pour revenir là aussi un petit peu dans l'histoire, c'est presque 150 ans avec la création de l'espéranto, par exemple, qui était une langue créée par un jeune juif polonais dans l'idée de fonder la paix entre les peuples européens. Est-ce que l'idée d'une lingua franca européenne, c'est voué à l'échec, ou est-ce que ça peut exister mais ça ne peut pas suffire? Ça dépend d'où ça vient, je pense. C'est-à-dire que si ça vient des institutions, c'est voué à l'échec et ça ne marchera jamais. Si ça vient d'une académie ou de plusieurs académies européennes qui décident que ce serait formidable, je ne pense pas que ça prendra. Si ça vient de la rue européenne, si ça vient des peuples eux-mêmes, alors ça prendra forcément. Et non seulement ça prendra, mais ce sera formidable. Je dis ça parce que je pense que... alors je ne suis pas Cassandre et je ne vois pas l'avenir, mais je vais me lancer quand même. Je pense que... peut-être que c'est ce qui est à venir, dans le sens où je crois qu'on sous-estime beaucoup sur la question des langues et de l'Europe comment dire ça, notre grande porosité. C'est-à-dire que je ne suis pas naïf, je sais bien que l'immense majorité des citoyens européens à l'heure actuelle n'est pas polyglotte, et je m'inclus dedans malheureusement, donc on ne parle pas toutes les langues, même pas les langues de nos voisins directs, mais en même temps je crois qu'on sous-estime quand même le fait que depuis 10, 20, 30 ans, il y a une énorme, comment dire, il y a un grand frottement des peuples. D'abord, il y a toutes les régions limitrophes avec un pays. Et, pardon, je prends comme exemple la France, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même une zone entre
entre les gens qui habitent dans le sud-ouest et qui sont quand même très proches des Catalans, de l'Espagne, entre les gens de Nice qui sont tout frottés à l'Italie, entre les gens du Nord avec la Belgique ou l'Allemagne, on a déjà en fait des zones géographiques régionales qui sont en grande porosité avec une autre langue, ou en tout cas à travers un dialecte parfois aussi, ou une langue régionale. Donc il y a cette chose-là. Ensuite, il y a les familles. Le nombre de familles dans lesquelles il y a un grand-père qui est, ou une grand-mère, ou des grands-parents qui sont d'un autre pays européen, et on y retourne chaque été, ça a l'air très bête et très concret ce que je dis, mais je pense qu'effectivement, cette chose-là va s'accentuer, parce que les rencontres ont été facilitées, notamment par un certain nombre de processus politiques, et donc on va peut-être arriver à un moment, dans 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, où effectivement, ça partira du bas, c'est-à-dire qu'il y aura dans les peuples européens une espèce de langue, alors qui ne sera pas un espéranto, parce qu'elle ne prendra pas en compte tous les pays de la zone euro, mais qui sera extrêmement habituée, si je puis dire, à intégrer dans son langage, en compréhension en tout cas, des mots italiens ou des mots allemands. Et je pense que c'est comme ça qu'on avancera peut-être, vous voyez ce que je veux dire, une espèce de tapis cousu de différentes langues et qui, au fur et à mesure, finira peut-être par donner quelque chose. Je pense qu'on sous-estime notre capacité à intégrer un petit peu les langues qui nous entourent. Et la grande question, pardon, la grande question, c'est la question de l'anglais, parce que maintenant que l'Angleterre a décidé de nous quitter, cette langue qui aurait pu être la langue dominante, parce qu'elle l'est dans le monde et parce qu'elle est plus pratique, entre guillemets, puisque beaucoup de gens la parlent, ça va poser un vrai débat au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que maintenant que l'Angleterre n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait de l'anglais? Est-ce qu'on continue à valider le fait que c'est une langue pratique, surtout parce qu'elle s'ouvre aussi sur les autres pays qui ne sont pas de l'Union européenne, ou est-ce qu'on décide un peu politiquement que, du coup, on lui demande aussi de céder sa place de langue dominante? Mais il est vrai que, comme pour le moment, la langue européenne, ce serait plutôt l'anglais, comme dans d'autres parties du monde. Et puis, la question européenne, c'est comment faire peuple. C'est des questions qu'on s'est posées pour constituer des États-nations, et on a mis des siècles à constituer des peuples. Et le problème, c'est que parfois, pour faire peuple, on fait appel à des mythes. Alors, ça peut être très beau, un mythe, et puis cette adhésion collective à un mythe, c'est très beau aussi. On peut faire appel à un ennemi commun, et on peut utiliser effectivement la langue, l'identité, l'ethnie, la nationalité comme un instrument politique dont on peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas si il va être nécessaire d'une seule langue pour faire peuple. Et je ne sais pas si le fait d'avoir une seule langue suffit à faire peuple. Puisqu'on a en Europe des pays qui sont plurilingues et qui, malgré les difficultés que ça peut poser, font peuple. Et on voit dans les familles, la famille étant une petite unité des États-nations, on voit des familles où ils se parlent plusieurs langues. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'une amie, alors c'est un cas un peu exceptionnel, qui parlait 7 langues couramment. Bon, c'est absolument exceptionnel. Mais je n'ai pas peur du plurilinguisme en Europe, de même que je n'ai pas peur de la plurinationalité, qui est aussi parfois regardée un peu bizarrement. Et je pense que le plurilinguisme et la plurinationalité, c'est déjà une forme de construction européenne, voire au-delà. Mais pas systématiquement, pas dans l'absolu, pas de manière définitive. Je pense que tout est très relatif. Lorsqu'on préparait le numéro spécial du 1 Hebdo, publié à l'occasion de ce congrès, Barbara Cassin me rappelait le modèle de l'Empire romain, en disant que dans l'Empire romain, il y avait 3 langues. Il y avait une langue de communication, la lingua franca, qui était le latin, une langue de culture partagée, qui était le grec, et ensuite une langue locale. Chacun avait sa langue locale sur place, et que c'était un modèle que l'Union européenne, dont l'Union européenne pourrait s'inspirer à l'avenir. Grégoire Pollet, vous avez... Oui, Laurent Godet. Non, pardon. Non, c'était juste pour... je ne sais pas, non, allez-y. Non, allez-y, Laurent. Alors, non, mais c'était juste par rapport à... Je pense que la France est probablement le pays le plus raide vis-à-vis de cette question. Et Grégoire le disait, cette importance de la langue dans la création de l'État-nation. Alors nous, en plus, avec notre culture centraliste, jacobine, c'est particulièrement vrai. Je prends l'exemple de nos voisins italiens.
Il y a aussi une identité à travers la langue, mais il me semble qu'il y a par exemple en Italie comment dire, une souplesse et même une gourmandise vis-à-vis de ce qu'on appellerait des dialectes, qui va de l'accent à une vraie langue dialectale. Il y a dans la culture italienne une place qui est tout à fait faite à cette diversité-là, qui est même, je dis gourmande parce qu'on en rit, ça fait partie de la diversité amusante des Italiens. Quand on voit la raideur qu'on a, nous, avec nos langues régionales, on comprend bien que tout s'est construit autrement, et que donc l'expérience européenne, de ce point de vue-là, est une expérience assez vertigineuse pour les Français, et qui va à rebrousse-poil de tous ceux qui a fondé notre France. Donc il y a une vraie mutation à faire dans le sens de tout ce qui a été dit précédemment, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on disait, et avec cet exemple du latin qui est une belle boussole. Justement, je me tournais vers Grégoire Pollet justement pour parler de la question des langues régionales. Vous avez vécu à Barcelone, vous avez vu quelles pouvaient être les revendications autour de la langue catalane. Et la question que j'aurais, c'est de savoir, est-ce que l'Europe peut faire de la place aux langues régionales, mais aussi à des langues peut-être extra-européennes, mais qui sont aujourd'hui parlées par de nombreux Européens. Je pense qu'il y a plus de gens qui doivent peut-être parler arabe ou voire lingala ou wolof que de gens qui parlent danois en Europe aujourd'hui. Quelle place l'Europe peut faire à toutes ces différentes langues qui ne sont pas forcément les langues des États-nations traditionnels? Ben, par exemple, c'est vrai que j'ai habité longtemps à Barcelone et que, comme par hasard, c'est de nouveau une ville où il y a, enfin une région même où il y a la cohabitation conflictuelle de deux langues. Et par exemple, les Catalans, depuis très longtemps, au Parlement européen, requièrent l'inscription du catalan comme langue officielle à l'Union européenne, mais surtout, et beaucoup plus important, ils la requièrent au Parlement national espagnol, à Madrid, où elle n'est pas autorisée. Et chaque année, maintenant la situation a nettement empiré, auparavant ça restait encore relativement folklorique, chaque année vous aviez le député indépendantiste à Madrid qui commençait son discours en catalan, le président lui disait « Monsieur, vous savez que vous ne pouvez pas », et il continue en catalan « Monsieur, vous savez qu'à la troisième observation, vous serez prié de quitter la salle », il le faisait une troisième fois, il s'en allait. Et moi, venant de Bruxelles, je trouvais ça absolument invraisemblable que dans un pays qui a pendant très longtemps porté un nom au pluriel, Las Españas, n'est-ce pas, c'était quand même plusieurs royaumes, on n'ait pas trouvé légitime de permettre aux langues officielles pourtant de l'État de s'exprimer à Madrid. Et ça, c'est parce qu'il y a justement cette crispation, cette peur de la diversité, cette peur de la variété même, croyant que ça va être un élément de division, un ferment de division. Je pense que l'audace du projet européen, moi c'est aussi que je l'adore, c'est qu'il est fou. Franchement, il est fou. Si jamais on le regarde bien attentivement, on se dit, ce truc, c'est une maison qu'on construit en commençant par le toit. Mais bon, ça s'approche d'une œuvre d'art quasi. Hein. Et c'est ça qui est assez enthousiasmant. Si on veut prendre le projet européen, à mon avis, pleinement, il y aurait une décrispation complète par rapport à au plurilinguisme et à la plurinationalité. Tu as dit très justement, la plurinationalité, en Espagne par exemple, elle est très mal vécue. En France, on a l'impression qu'elle a été bien vécue parce qu'elle a été maîtrisée. Mais maîtrisée sans doute de façon un peu coercitive. En Belgique, elle a été à un moment étouffée, et puis après, et c'est une grave erreur de l'avoir étouffée, parce que comme elle a été étouffée, maintenant, elle prend ce prétexte-là pour essayer de faire exploser la situation. Mais une Europe où on accepterait de façon, je dirais presque indifférente, les langues comme langues officielles, comme langues de possibilité de communication, serait, à mon avis, dans l'ADN, dans le vrai ADN européen. Et non pas cette Europe qui essaye toujours de trouver un soi-disant équilibre entre le pluriel et l'un. Je pense qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver et qu'il n'y a absolument aucun danger profond, enfin ça c'est mon sentiment, qu'il n'y a aucun danger profond à permettre à l'intérieur de l'Espagne, par exemple, aux diversités culturelles d'exister totalement, et qu'il n'y a aucun danger non plus à l'intérieur de l'Europe de le faire. Moi, mon rêve, ce ne serait pas du tout d'avoir une lingua franca, même si jamais elle apparaît, et surtout si elle vient de la rue, comme a dit Laurent Godet, ça c'est évidemment tout à fait différent, parce que là ça devient une production culturelle.
mais pas une imposition. Mais mon rêve n'est pas du tout d'avoir quelque chose linguistiquement et culturellement homogène. Il n'y a rien de plus formidable en Europe que de se dire je fais 200 km, je risque d'avoir changé de langue, de religion, de cuisine, de paysage, de tout. Alors que dans d'autres pays très grands qu'on connaît bien, vous faites 2000 km et vous n'avez toujours pas changé ni de langue, ni de pays, ni de quoi que ce soit. Donc je pense que c'est un atout extraordinaire que cette pluralité. Et je comprends bien sûr que d'un point de vue politique, on soit frileux, mais je pense que d'un point de vue culturel, on peut être enthousiaste. Je voudrais revenir, Bessora, sur quelque chose que vous avez dit juste avant, sur l'idée de faire peuple. Et cette idée d'une identité européenne, un peuple qui aurait une identité européenne, est-ce que postuler l'idée d'une identité européenne, une culture commune, il y a un risque que cette culture puisse être excluante, que si on définit des valeurs européennes, une culture homogène, eh bien ça en vient à exclure une autre partie une autre partie du monde et une partie des habitants de l'Europe? Sans doute oui et non. Mais là, je pensais aux États-Unis. J'ai vécu quelques années aux États-Unis quand j'étais enfant, et puis là, j'ai des projets d'écriture qui se passent dans les colonies d'Angleterre juste avant la guerre d'indépendance. Et ayant un peu vécu aux États-Unis et y allant de temps en temps, bon, alors il y a un peuple américain, avec le paradoxe qu'il est très fragmenté. Et il y a quand même un sentiment d'appartenance aux États-Unis qui est partagé par tous ces fragments de population. Et bon, ça n'existe pas, a priori, ça n'existe pas en Europe, puisqu'on s'est constitué depuis beaucoup moins longtemps, et à partir de l'idée qu'il faudrait qu'il n'y ait plus jamais la guerre en Europe. Visiblement, à ce jour, ça ne suffit pas à faire que des gens se sentent européens. Là, je ne parle pas de mon cas personnel, puisque moi, je ne suis pas forcément... j'ai pas un patriotisme ou un nationalisme, mais au-delà de moi, on n'est pas arrivé à ça encore. Du coup, sans être historienne, je me suis posé la question, et d'autres y ont certainement répondu par ailleurs, hein. Mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait un trauma commun, collectif, pour permettre la constitution de ces mythes auxquels on adhère. Et c'est souvent le trauma d'origine collective. Et ce trauma aux Amériques, en tout cas pour une partie des populations d'Amérique, c'est le déplacement. Alors, ce sont ces Européens malfrats qui ont été déportés, entre guillemets, dans les colonies et qui ont servi parfois dans des champs de tabac avec des esclaves, hein, même si c'était beaucoup moins longtemps. Et ce sont ces populations africaines qui elles-mêmes aussi ont été arrachées à leur pays d'origine. Et c'est quelque chose autour de la religion aussi, et la guerre d'indépendance. Voilà. Et donc tout ça a permis la constitution de mythes qu'on n'a peut-être pas encore en Europe, puisqu'on a la Seconde Guerre mondiale qu'on a réussi à surpasser et qui nous a laissé un traumatisme collectif énorme et qu'on ne veut plus jamais revoir se produire. Mais ça ne suffit pas encore. Maintenant, une Europe plus large, donc des nations qui s'ouvriraient à d'autres nations à l'intérieur de l'Europe, excluante ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit une garantie de non-exclusion ou une garantie d'inclusion ou l'inverse. Mais on est vraiment devant un grand point d'interrogation, et je pense qu'on est tous dans l'expectative de comment est-ce que ça va arriver, par où est-ce que ça pourrait arriver. Mais là, aujourd'hui, il y a de quoi être assez sceptique, en tout cas sur la constitution de ce peuple qui se sentirait solidaire européen. Laurent Godet, dans Nous l'Europe, vous faites démarrer votre récit en 1848, dans mon souvenir, avec le Printemps des peuples. Est-ce que vous pensez, comme Bessora, que finalement l'Europe n'a pas connu suffisamment de trauma pour pouvoir se constituer comme peuple? Non, je comprends tout à fait ce que dit Bessora, et je partage son interrogation et son trouble, je pense, sur le fait que est-ce qu'il faut une menace commune pour se sentir appartenir à un tout? Probablement que oui, malheureusement, j'allais dire. Mais par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je crois que
je crois que les traumas, l'Europe en a eu, et je crois même que c'est probablement un endroit du monde où il y en a eu le plus. Alors, est-ce qu'on les a suffisamment intégrés dans le récit? Peut-être pas encore, mais ils sont là, et ils sont là, non seulement ils existent dans notre histoire, mais ils existent comme expérience commune. Alors, il y a bien sûr la Deuxième Guerre mondiale et l'expérience de la Shoah, qui crée très directement un élan vers autre chose et qui a donné le début de la construction européenne. Mais en fait, je pense qu'on peut trouver d'autres grands mythes comme ça, notamment celui de la disparition. Je pense qu'un point commun entre beaucoup de nations européennes, c'est d'avoir régné sur le monde à un moment donné et d'avoir perdu cette place-là. Je pense au Portugal, à l'Espagne, à la France, à l'Angleterre. Beaucoup de nos pays ont à un moment donné été les maîtres du monde, et puis ils ne le sont plus depuis bien longtemps, et d'ailleurs peut-être heureusement, parce que quand on a été les maîtres du monde, on voit ce qu'on a fait aussi. Mais cette expérience du très haut et de la disparition quasi totale de sa puissance, ça je crois que c'est une expérience, alors certainement qui a été vécue de manière traumatisante du point de vue politique par les nations, mais qui est une expérience intéressante pour bâtir autre chose. Et puis il y a aussi le grand gouffre de 14-18, qui est un grand mythe européen. Parce que là, il y a c'est un espèce de suicide de lémurien à échelle continentale, c'est-à-dire au fond une surchauffe qui est à la fois industrielle, de la rivalité permanente dans tous les domaines, culturels, économiques, militaires, et qui amène à un suicide collectif. Ça aussi, c'est des choses qui, à mon avis, résonnent beaucoup avec la surchauffe d'aujourd'hui, qui est différente, mais qui existe aussi, et qui peut peut-être créer un terreau. Donc non, j'ai l'impression que les traumas, on les a. C'est même ce qui me fait dire dans le petit livre dont vous avez parlé, Julien, que finalement, la seule définition que je vois moi à l'heure actuelle de l'être européen, c'est le fait que nous sommes probablement liés par un humanisme inquiet, c'est comme ça que je le définis, c'est-à-dire humaniste parce qu'il y a ces valeurs de démocratie, de liberté individuelle, etc., mais inquiet parce que nous savons ce que c'est que de mourir, en fait. Nous sommes morts plusieurs fois, très récemment, au XXe, et nous savons ce que l'homme est capable de faire. On sait que l'homme fait le pire parfois, on l'a fait nous-mêmes. Nous avons été à la fois bourreaux et victimes, et donc je crois que ça crée une identité inquiète, effectivement, mais qui doit aussi nous pousser à de l'utopie, parce que comme le disait Grégoire tout à l'heure, effectivement, cette construction européenne est une folie, et moi je suis d'accord avec lui, je la trouve belle pour ça, parce que elle a à l'origine, dans cette folie même, ce qu'on entend, c'est l'utopie. C'est une utopie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et depuis déjà une bonne dizaine d'années, ce n'est pas du tout comme ça que nous ressentons la construction européenne? Je ne crois pas que le mot utopie soit un des premiers qui viennent dans la liste si on demandait aux gens dans la rue. Je crois qu'il y en aurait bien d'autres avant et qui seraient tous plutôt de l'ennui, de la contrainte, de l'absurdité administrative, alors que ça reste quand même encore aujourd'hui une utopie. Tant de pays qui décident de lier leur destin les uns aux autres, ça n'est jamais arrivé nulle part. Mais c'est intéressant ce que vous dites à propos des traumas, parce que vous parlez de terreau. Et pour que quelque chose émerge du terreau, il faut aussi des graines. Et la question, c'est quelles seraient les graines? Et par rapport à ces traumas pour lesquels je suis d'accord avec vous, je pense qu'ils marquent encore l'inconscient collectif, y compris des jeunes Européens d'aujourd'hui qui n'auraient pas connaissance de cette histoire. Mais je me demande si c'est pas enquisté quelque part dans l'inconscient collectif, et si justement, pour que ça devienne un mythe, il faudrait que ça prenne une autre forme que quelque chose qui serait enquisté dans un inconscient collectif. Parce que je sais pas, je sais pas dans quelle mesure un Français aujourd'hui, ou un Espagnol aujourd'hui, ou un Italien aujourd'hui va se sentir en lien ou va vibrer en pensant à ces traumas historiques collectifs. Un moyen du récit de ces traumas collectifs, c'est justement la fiction. Et la fiction à travers les livres, mais aussi la fiction audiovisuelle, par exemple, qui est très efficace et qui s'empare de ces sujets, et qui peut être très intéressante pour les profs d'histoire, qui remontent très loin, parfois jusqu'au Xe siècle. Je pense à la série Viking, par exemple, qui est très intéressante de ce point de vue-là. Parce qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui sur Netflix la série Viking, eh ben, l'Europe, elle est déjà en germe, hein, et pourtant on est au Xe siècle. Mais voilà, c'est un terreau,
il y a quelque chose qui manque pour qu'une plante germe. Ça va arriver, hein. Je pense que tout le monde le souhaite. Mais on n'a pas encore trouvé le truc, et effectivement, on a commencé à construire par le toit. C'est ce que vous écrivez, Laurent Godet, d'ailleurs, je vous cite dans Nous l'Europe, les mots de la littérature peut-être peuvent replacer au cœur du récit la conviction et l'élan sans lesquels rien ne se fait. Là, je me tourne vers vous aussi, Grégoire Pollet, parce que aussi bien dans votre roman Tous que dans votre recueil Secoupe volante, il y a l'idée d'une constitution d'une sorte de peuple européen, de l'idée d'une patrie commune dans laquelle les récits n'ont pas à être cloisonnés dans des frontières nationales artificielles. Oui, alors dans Tous, là je m'étais lâché, si j'ose dire, puisque j'avais imaginé quelque chose de tout à fait, c'était non pas une utopie, mais une uchronie, où j'imaginais effectivement un renouvellement, mais totalement positif, et donc totalement improbable, de la politique, et de la politique nationale et européenne, enfin avec un redressement, la Grèce devenait le pays le plus riche d'Europe, etc. Donc c'était très loin du réel, mais c'était en même temps... un petit peu comme l'Europe, c'est-à-dire une sorte de projection du meilleur, et si le meilleur était possible. Je pense que c'est jamais inutile de viser très loin et de se dire et si le meilleur était utile, en se disant bon ben voilà, la flèche tombera certainement avant, mais comme disait je ne sais plus très bien qui, pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Et voilà, de ce point de vue-là, c'est très bon. J'avais envie de revenir sur ce qu'a dit Laurent en disant voilà que un des points communs, disons, ou un des fondements, disons, de la singularité de l'Europe et de l'Union européenne, c'est de se construire sur le deuil de sa propre puissance et de voir que, en effet, à chaque fois qu'elle est, comment dire, que c'est une création à chaque fois d'un sentiment du plus bas. Donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on se dit là quand même il faut faire quelque chose, et on constate que dès que la situation va mieux, parce que c'est pas construite en 1946, n'est-ce pas, l'Union européenne, c'est 10 ans plus tard, c'est en 1956 ça, le traité de Rome. C'est parce que de nouveau ça allait mieux, et comme ça allait mieux, on n'avait plus besoin de s'unir. Et à chaque fois, on cède à cette espèce de mirage en disant oui, mais bon, en fait, ça va mieux, on n'a pas du tout besoin de s'unir. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans le début des années 50 ? Il y a eu la fameuse crise de Suez, et où les Français et les Anglais se sont mis ensemble pour récupérer le canal de Suez et se sont fait stopper net. Par l'allié américain. Et 6 mois plus tard, on signe, alors que les négociations étaient complètement comment dire, au point mort. 6 mois plus tard, on signe. Pourquoi ? Parce que justement, on se rend compte qu'on a décidément besoin de s'unir. Ici encore, récemment, avec l'histoire des sous-marins, immédiatement, on a vu dans la presse quelques interventions disant bon, mais est-ce que finalement, ce ne sera pas un stimulant pour se rendre compte que l'Europe doit faire quelque chose au niveau de la défense. Et donc, à chaque fois qu'on a ce sentiment, cette espèce de creux, un petit peu comme le trou d'air dans l'avion, à chaque fois qu'il y a ce sentiment de vide, ce sentiment de « hop, on a quitté l'histoire », il y a ce sentiment de vouloir créer quelque chose, de vouloir s'accrocher à un rêve. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important dans l'identité européenne, qui n'est pas encore tout à fait intégré. Mais si jamais on l'intègre, et là, pardon, mais je rejoins alors le troisième thème dont Bachora a parlé, si on peut peut-être le rejoindre justement par le récit et par la fiction. Les fictions européennes, par exemple, la quantité de fictions qui reviennent quand même sur les très grands traumas de la Deuxième Guerre surtout. La Première Guerre, Laurent Godet a bien eu raison de montrer que c'était peut-être un trauma encore plus spécifiquement européen parce que lié à une absurdité proprement européenne, à une surchauffe, et non pas à quelque chose qui est apparu dans la Deuxième Guerre mondiale comme le mal absolu. Le mal absolu a quelque chose d'universel, pour ne pas dire de transcendant, qui rend la chose moins, disons, européenne. La Première Guerre mondiale, par contre, ça c'était véritablement le fruit de... l'absurdité ou de la surchauffe, effectivement, d'un continent. La littérature, les séries télévisées développeront, je suis d'ailleurs porteur pour l'instant de 2 projets dans ce sens-là, de séries télévisées qui mettent en scène
la politique européenne et Bruxelles, etc., à partir du moment où ces choses-là rentrent dans l'imaginaire collectif, c'est très bon. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens tout à coup vont être pro-européens, parce que ce serait un peu dommage d'être pro-européen quand on voit l'Europe telle qu'elle est maintenant. Maintenant, elle est à marée basse complète, elle est au point mort, il n'y a absolument aucune créativité, il n'y a que de la frilosité, il y a des replis identitaires à droite et à gauche, il y a la nouvelle droite hongroise et qui essaye de créer à l'intérieur de l'Europe même une sorte de pouvoir réactionnaire tout à fait déprimant. Donc pour l'instant, aimer l'Europe maintenant, c'est presque s'y opposer. Non pas s'opposer à elle-même, mais s'opposer, disons, au chemin qu'elle prend. Mais je pense qu'une bonne façon de s'y opposer, c'est d'y injecter de nouveau à la fois ce vertige dont parlait Laurent Godet, et à savoir, attention, nous savons ce que c'est que de ne pas exister, et donc pour exister, nous avons absolument besoin de cette projection-là, de ce rêve-là, et en même temps y injecter une forme de rêve, voire d'utopie, voire même d'espoir, à travers le meilleur moyen de le faire, à savoir à travers le récit de fiction. Si je peux ajouter quelque chose sur le deuil de la puissance, moi je pense que là il y a un énorme enjeu qui est extrêmement difficile et qui va sans doute être très long. C'est que l'histoire européenne, elle est aussi américaine, elle est aussi africaine, elle est aussi asiatique. Et ça semble difficile aux pays européens d'intégrer ce phénomène-là. Parce que souvent leurs populations n'en ont pas connaissance et que leurs élites en ont parfois une connaissance relative. Donc c'est quelque chose qui est difficile à intégrer pour les populations européennes. Et la deuxième difficulté, c'est que cette histoire, elle doit rentrer dans l'imaginaire collectif, mais collectivement, c'est-à-dire que tout le monde en Europe doit se l'approprier, quelles que soient vos origines. Que vous soyez d'origine européenne ou d'origine africaine ou d'origine asiatique, il faudrait pouvoir s'approprier les mythes vikings, par exemple. Il faudrait pouvoir s'approprier l'histoire coloniale. Il faudrait pouvoir s'approprier les conquêtes, la Nouvelle-France. Voilà, c'est un certain nombre de sujets qui font partie de l'inconscient collectif, mais qui sont assez hors de portée de l'imaginaire collectif. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que justement ça n'appartient pas à notre Parce qu'il y a un blocage. Enfin, pourquoi s'il y avait une réponse simple, mais bon, je ne pense pas avoir la réponse simple, mais parce qu'il y a sans doute une tension entre le fait de s'approprier cette histoire et le fait de faire peuple, de constituer une république. Alors là, je pense à la France en particulier. Et imposer un modèle politique, un certain nombre d'institutions qui reposent sur une seule langue, qui reposent sur l'universalisme. Alors on ne sait pas s'il ne faut pas mettre un peu de relativisme, on ne sait pas s'il faut mettre un peu de créolisation. Donc il peut y avoir une contradiction, un paradoxe entre le projet national, qui peut peut-être rendre difficile l'appropriation de ces mythes, qui sont des mythes collectifs également, et qui sont extra-européens, mais qui font partie de ce qu'est l'Europe. C'est une question qui se pose, Laurent Godet, c'est-à-dire au moment où on est en train d'essayer de déconstruire les romans nationaux de différents pays, est-ce qu'il faut construire un roman national européen ? Moi, je suis persuadé que le récit est fondamental, effectivement, et que il y a d'ailleurs une bataille des récits. On n'a pas parlé de cet aspect-là, mais il y a une bataille des récits. On voit, il y a plusieurs autres récits que celui qui, moi, me tient à cœur, qui est le récit qui essaierait de raconter effectivement cette nécessaire pluralité, parce qu'elle est du côté de la richesse. Mais il y a aussi un récit qui essaye de bâtir l'idée que l'Union européenne est une zone chrétienne, par exemple. Il y a le récit de la décadence qui nous raconte que depuis qu'on a signé tous ces traités, il y a une perte totale de pouvoir, etc. Tout ça, ce sont des récits. Alors après, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. C'est un débat démocratique et chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que c'est fondamental. Le sentiment d'appartenance passera par un récit. Il y a une chose qui me semble importante et qui fait peut-être le lien entre la question de la langue qu'on a évoquée au début et la question politique, c'est que je me souviens de Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, qui disait que pour lui, et il parlait d'un point de vue politique, l'Union européenne, c'était l'expérience permanente de la minorité.
à ce qu'il fallait sans cesse convaincre les autres et qu'a priori on n'était pas toujours majoritaire. Je pense que ça pourrait tout à fait s'appliquer à ce qu'on disait au début sur les langues, c'est-à-dire que aucune langue, maintenant que l'Angleterre n'est plus dans l'Union, aucune langue n'est majoritaire, et donc on fait cette expérience-là. Pour certains pays, c'est extrêmement difficile. Effectivement, la Belgique ou d'autres pays qui ont en eux, dans leur histoire, ce multilinguisme, peut-être ont une plus grande souplesse. Pour nous, c'est terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a une peur de la dissolution de l'identité. Et je pense en fait que cette question de l'expérience de la minorité, elle est fondamentale en Europe. C'est si on arrive à le vivre de manière relativement, d'une manière sereine, à se dire que être dans la minorité, ça n'est pas nécessairement disparaître ou ne plus avoir voix au chapitre ou être menacé par le majoritaire, mais qu'il y a une construction comme ça, chorale, tournante, selon les alliances du projet, du moment, qu'il faut inventer. Et on voit à quel point, pour reprendre ce que disait Bessara tout à l'heure, à quel point c'est très différent des États-Unis. C'est-à-dire que la question de la majorité et de la minorité aux États-Unis, elle recoupe d'autres réalités. Chez nous, en Europe, effectivement, il va falloir faire avec cette question de la minorité. Allons-nous accepter, nous, Français, par exemple, d'être minoritaires sur tel dossier et de devoir faire avec des alliances et puis même, d'un point de vue profond, intime, se sentir minoritaire sans se sentir menacé. Je pense que c'est ça un des défis européens. Ça, c'est un des avantages d'être né dans un petit pays comme le mien. Oui. Ou la Suisse ou le Gabon, et les petits pays. Pardon ? Oui, parce qu'effectivement, on est né avec cette confiance. Mais la confiance est une chose qui est très difficile à maintenir, à acquérir, et qui est d'autant plus difficile, évidemment, qu'on en a eu moins besoin pendant longtemps. Il me semble pourtant que et c'est là de nouveau que l'Europe a quelque chose d'utopique, cette expérience permanente de la minorité. Je ne connaissais pas la phrase d'Enrico Letta, mais c'est génial, parce que c'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, il n'y a en Europe actuellement absolument personne, aucun pays, pas même l'Allemagne, qui puisse se considérer comme majoritaire au Parlement, au Conseil ou à la Commission. On est en permanence dans une relation de pacte, et ces pactes sont, quand on regarde, pour chaque dossier différent. Et ils sont généralement tout à fait transnationaux. Il n'y a qu'au Conseil qui sont apparemment plus ou moins internationaux, les nations qui se mettent ensemble, mais quand on regarde au Parlement, c'est généralement par parti politique, donc par groupe politique européen, qui eux-mêmes sont directement plurinationaux. Donc cette expérience de la minorité est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas encore monté à la conscience, mais montant à la conscience des citoyens pourrait... de nouveau dans le rêve utopique, mais il faut le maintenir en vie, ce rêve utopique, pourrait être quelque chose de totalement décomplexant et de supprimer toute une série de peurs que nous retrouvons à l'échelle européenne sans doute, mais que nous retrouvons aussi déjà aux échelles nationales. Je repense de nouveau à l'Espagne en particulier, qui a peur que la diversité la dissolve, qui a peur, c'est un géant qui a peur d'un nain. Et il y a quelque chose qui avait été très très fort dans un roman, par ailleurs très discutable d'ailleurs, de Curcio Malaparte, un livre qu'il a écrit sur la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Caput, et il dit « J'ai essayé d'analyser la psychologie des nazis, et il me semble que ce qui les définit le mieux, c'est que ce sont des gens qui ont peur du faible ». Alors ça, c'est très intéressant, parce que la peur, on a spontanément l'impression qu'on a peur des forts, n'est-ce pas, de ceux qui peuvent nous détruire. Alors qu'en fait, la peur, dans sa version la plus perverse, et donc la plus dangereuse, est la peur du faible. Faire l'expérience de la minorité, c'est peut-être un chemin d'antidote, si j'ose dire, à cette peur du faible. Parce que c'est découvrir et assumer sa propre faiblesse, et par la collaboration des différentes faiblesses, atteindre quand même un niveau de dignité et de puissance suffisant, et donc peut-être justement s'antidoter, si le mot peut être inventé, de cette chose pernicieuse qui est probablement, d'après un écrivain assez fin et psychologue, à l'origine du mal, la peur du faible. Alors que les faibles, non seulement on ne doit pas avoir peur des faibles, au contraire, on doit les secourir, naturellement, c'est ça le caractère humain. Et donc le caractère inhumain, disons, qu'on peut avoir en politique, et la politique est souvent inhumaine, malheureusement, c'est justement là. Et peut-être qu'une des chances que l'Europe nous permettra peut-être de saisir dans un avenir incertain, ce serait celui-là, celui de découvrir qu'en fait, se sentir toujours le mineur d'un autre,
est une façon de mettre en œuvre peut-être ce programme qui depuis des siècles traverse les rêves de l'Europe, à savoir celui de fraternité. Eh bien, ce sera sur ce mot fraternité que nous allons conclure cette rencontre. Merci infiniment, Bessora. Merci à Grégoire Paulet. Merci beaucoup à Laurent Godet en liaison avec Merci Paris. À vous. Merci. Merci beaucoup à vous ici à Tunis qui nous avez écoutés. Merci à ceux qui nous ont regardés sur Internet. Et je souhaite une très bonne suite de congrès qui bientôt va se conclure. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.